Alors, on va ce matin continuer euh, avec des interventions. Euh, et cet après-midi, il y aura donc à 14 heures la projection du film de Terry Van Demisch sur l'exposition des Fabreau à Beaubourg en 1996, et après une table ronde sur l'autonomie de l'artiste et le développement des institutions d'exposition. Donc, je donne ce matin la parole à Philippe Rousseau, qui est un doctorant à l'école des hautes études en sciences sociales et qui a déjà suivi notre des recherches dans son premier volet et intervenu donc dans les livres que nous avons édités. Et il était intervenu notamment sur les séminaires de Luciano Fabro qu'il avait suivi de près et sur lesquels il avait donc écrit un texte qui est dans notre livre. Voilà. Bonjour. Alors, je commencerai par remercier Bernard Rodiguer de m'avoir invité, les Beaux-Arts de Lyon pour leur accueil. Je demanderai l'indulgence de l'audience, parce qu'en tant que jeune chercheur, je vais vous présenter de la jeune recherche, parce que c'est logique. Voilà. Bon, je vais commencer par, disons, un côté un peu autobiographique par rapport à Fabro. Alors, je me suis rappelé il y a peu comment je n'ai pas rencontré le travail de Fabro pendant longtemps. Je me rappelle de moments de rencontre avec des œuvres particulières qui se mettaient de manière inattendue à fonctionner dans l'espace du musée. Et puis, de retour à la maison, le soir, après de brèves consultations de catalogues généralistes sur l'art moderne, pour essayer de formaliser mon expérience, je trouvais rien de vraiment mémorable, de surprenant. Au point d'ailleurs que je ne me souviens plus aujourd'hui de quels travaux précis j'ai pu voir. Je parle d'une époque, pas si vieux que ça, mais où j'ai découvert l'art contemporain et ça doit être vers 90, quoi, enfin le début des années 90. Alors, dans ce jeu de l'identification de ce que l'on peut voir dans l'espace, de ce que l'on voit dans l'espace d'exposition de l'art contemporain, on peut voir deux moments. Premièrement, on situe les œuvres au sein d'une historicité de l'art moderne. Et puis deuxièmement, on caractérise la démarche néologique déployée par l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste a son vocabulaire, on essaye de l'identifier. Euh, et alors, selon ces termes, Fabro est apparu, premièrement, évidemment, comme membre de l'Arte Povera, relevant d'une certaine singularité de l'expérience, non réductible aux directives précises d'un mouvement programmatique, et deuxièmement, comme multiforme, sans que ce que je vois relève d'un style reconnaissable. Euh, Parce que, par exemple, quand on se promène dans le musée d'art moderne, on reconnaît, un peu comme dans un quiz, puis on dit, tiens, un Buren. Je prends l'exemple presque au hasard. Alors, sinon que se retrouve, donc, ça semblait multiforme, sinon que se retrouve oui, sinon qu'on se retrouve au moment de la rencontre avec l'œuvre, une certaine élégance de la démonstration. Mais à part ça, pas de style particulier. Euh, Au moment où Giovanni Carreri m'a proposé de participer au workshop avec Luciano Fabro, il y a un peu plus de 3 ans, je ne me rappellerai plus rien de tout cela, sinon que Fabro est un artiste historiquement important et que j'associais à une image de sérieux. Je me disais qu'il y avait quelque chose là-dedans qui vaut le détour, mais je ne sais pas trop quoi, ça vaut le coup d'y aller voir. Alors, cette entrée en matière autobiographique, à mon avis, enfin, je la justifierais parce que un de mes soucis, un des soucis de mon travail, c'est la question de l'abord. Avec quels a priori et quelles ouvertures abordons-nous une œuvre, ou l'œuvre d'art, voire selon quels a priori s'organise notre ouverture. Alors, pour le dire de manière générique, comment et pourquoi rencontrons-nous et nous attachons-nous à ces objets que l'on appelle culturels? Alors, c'est ce souci qui m'a conduit à travailler depuis un bon moment déjà autour de Robert Smithson. L'abord de son travail est problématique. Alors, je ne montrerai pas beaucoup d'images de Robert Smithson, je pense que dans l'Assemblée, il est bien connu. Et ça m'épargnera de présenter une énième fois quelque chose que tout le monde connaît. Euh, bon, alors, je retourne à ma ligne. Donc l'abord du travail de Smithson est particulièrement problématique. Il a fortement problématisé lui-même son travail en le dispersant suivant divers médias, en dedans et en dehors du musée, en l'accompagnant de commentaires dont on peut se demander s'ils restent autour de l'œuvre ou s'ils en font partie. Par exemple, il est assez fascinant de voir comment Spiral Jetty, considéré à tort ou à raison comme son œuvre la plus emblématique, est devenu l'un des meilleurs porte-étendards, sinon le meilleur,
de cette catégorie de travaux que la muséographie ou l'historiographie définissent comme land art. Alors même que c'est défini, c'est le porte-étendard de cette catégorie, alors même que les préoccupations et les supports du travail de Smithson ne coïncident qu'en faible partie avec ce qui se résume là-dessous, sur cette catégorie. Donc cette distorsion entre fabrique institutionnelle et fabrique de l'œuvre est certainement reconnue, que ce soit dans les analyses de son travail ou dans les études sur le land art ou les earthworks. Mais au-delà de cette reconnaissance, c'est précisément ce dont cette distorsion est le symptôme qui me semble constituer un défi à relever pour l'analyse, dont j'aimerais faire mon sujet de travail. On pourrait la résumer, ou l'évoquer, disons, par une certaine résistance de l'œuvre à l'analyse. Alors, dans mon esprit, jusqu'à ce que je commence à réfléchir à quoi dire pour cette communication, Fabro et Smithson vivaient chacun dans leur monde, jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'ils étaient nés à moins d'un an et demi de différence. Luciano Fabro en novembre 1936 et Robert Smithson en janvier 1938. On peut dire qu'ils sont de la même génération. Et de ce constat simple, ça m'a convaincu d'essayer une sorte d'analyse comparative. Alors, pour justifier cette analyse comparative, pourquoi essayer de faire ça, que de manière un peu caricaturale, il me semble que soit le critique historien développe de son côté une analyse néologique sur les œuvres néologiques, c'est-à-dire des œuvres qui ont leur propre vocabulaire, et le critique va lui-même développer ses propres théories dessus, auquel cas il n'y aura rien à comparer, puisque les critères d'analyse ressortent seulement de la sphère de leur étude. Soit il essaye de suivre une voie qui offre des critères réutilisables par ailleurs. Alors strictement selon l'histoire de l'art, la classique caractérisation des mouvements, des influences, etc. Mais en essayant de trouver, si possible, des critères historiquement plus serrés et conceptuellement plus larges. Me situant comme disciple de la deuxième voie, celle d'essayer de trouver des critères réutilisables, l'idée de comparaison s'est donc peu à peu imposée. Alors, à la fin ce qu'on va étudier, c'est qu'à la fin des années 60, Luciano Fabro et Robert Smithson appartiennent à des mouvements de définition, à des mouvements dont les définitions sont approximatives, une définition plutôt nébuleuse de Germano Ceylan, et à peine ou pas encore esquissée pour le land art, dont la catégorie s'installe quand même plus tard, même si on en parle plus ou moins déjà. Alors, donc ces mouvements se sont croisés, peut-être même grâce au flou de leur définition. Mais ni les sources, ni les productions de Fabro et Smithson ne semblent avoir grand-chose à voir entre elles, sinon qu'ils s'écartent chacun à leur façon du programmatique plus ou moins strict des démarches minimalistes ou conceptuelles. Alors je vais essayer de faire cet exposé en 3 temps. D'abord, une étude qui suit les termes peut-être un peu rébarbatifs de l'histoire de l'art, mais qui devrait intéresser les jeunes artistes d'une école d'art, puisque je parle des débuts de Smithson et Fabro, donc comment ils ont commencé. Après tout, les débuts peuvent toujours être un moment important. Ensuite, un passage peut-être encore plus rébarbatif vers le théorique et la question de la définition de l'œuvre, pour essayer ensuite de finir en improvisant un commentaire, sans notes, et en essayant d'appliquer les 2 premiers, on pourra essayer de discuter aussi à ce moment-là, et essayer d'appliquer les 2 premiers moments à la comparaison de 2 travaux mis côte à côte. Je ne sais pas si la chose sera moins rébarbative, mais elle sera certainement un peu plus approximative. Alors pour commencer, ma première partie un peu historique, on va aborder l'histoire culturelle. Alors pour commencer ma comparaison, j'aimerais aller au-delà du simple rapprochement historique qui peut être fait entre l'arte povera et le land art. Alors je vais quand même rappeler les données, les faits de ce rapprochement. Donc les 2 mouvements se croisent entre 1969 et 1970. D'un côté, selon une volonté d'internationalisation du propos de l'arte povera par Germano Ceylan. Alors, il édite en 1969, à la fois en italien et en anglais, un livre qui s'appelle Arte povera ou Art povera, l'édition anglaise en haut et l'édition italienne en bas. Et vous reconnaîtrez sur la couverture les 2 lignes parallèles de Walter de Maria dans le désert de Mojave, et d'autre part un igloo de Mario Merz pour l'édition italienne. Et en 70, toujours dans cette volonté d'internationalisation, Germano Ceylan initiera l'exposition Conceptual Art, Arte Povera, Land Art. Alors là, on a même les 2 noms dans le même titre. Alors, de notre côté, il y a le moment de l'exposition de l'ensemble des tendances, je dis ça à défaut d'autres mots, de l'art contemporain,
par Harald, les tendances du moment, par Harald Zeman dans sa fameuse exposition à Berne et à Londres, quand les attitudes deviennent formes. Alors, Smithson n'a exposé qu'à Londres, et je ne crois pas que Fabreau ait participé à cette dernière exposition. Donc, il n'y aura pas de moment où deux œuvres auront été ensemble. Enfin, je reconstitue quand même celle-ci, où on voit en haut Schalk Mirror Displacements de 69 de Smithson. Alors on voit l'installation en galerie, c'est pas l'installation d'époque, aucune des deux d'ailleurs. Et en haut à droite, l'installation en dehors, c'est en dehors de Londres qu'il avait fait. L'œuvre consiste dans ces deux installations en miroir, si on peut dire, en dehors du musée et dans le musée. Et en bas, les trois façons de mettre des draps de Fabreau qui avaient été exposées, je crois, dans l'exposition Conceptual Art, Arte Povera et Land Art. Alors, j'aimerais préciser sinon pour la manière dont l'Arte Povera se définit, comme c'est souligné dans le catalogue de l'édition 2004-2005 Zero to Infinity, c'est une belle exposition américaine, un beau catalogue, enfin américaine et anglaise, c'était aussi à Tête Galerie, que Celan ne définit les tendances communes de mouvement que par la négative, et Seeman énumère l'Arte Povera et l'Earth Art que comme deux possibilités parmi d'autres quant à ce qui peut vivre dans notre tête, peut vouloir signifier. Pour reprendre le titre anglais de l'exposition, Live in your head, when attitude becomes form. Donc, Fabreau et Smithson ont évolué au même moment au sein d'une scène artistique allant s'internationalisant et, s'ils ne l'ont pas fait, auraient pu être présents dans une même exposition. Cependant, le parallèle entre leurs travaux resterait tout aussi nébuleux que la définition de la mouvance qui les réunirait. Alors a priori, en se penchant un peu plus avant sur leurs œuvres, c'est plutôt le contraire qui s'impose à nous, et il nous ferait dire qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Fabreau passe d'une œuvre ou d'une série d'œuvres à l'autre sans continuité formelle, reconnaissable, sinon une élégance dans la simplicité de l'agencement et une subtilité des références qui peuvent nous plonger dans l'évocation de l'antique ou des problèmes récents de la modernité. Pendant que Smithson, de son côté, semble élargir sans fin une investigation obsédée de références à la géologie, à la préhistoire, à l'entropie ou à des films de série B. Alors, si je compte bien trouver, sinon des similitudes, du moins des reflets et des symétries, parfois contraires entre leurs travaux, autant commencer par une séparation fondamentale, un écart sur lequel je construirai ces liaisons. À savoir le rapport de chacun à ce qui se résume sous l'appellation de pop. L'un y aurait adhéré, l'autre pas, pour le dire à l'emporte-pièce. Fabreau, arrivé depuis quelques années à Milan, établit sa ligne de conduite en 1963, en partant d'une rupture avec le figuratif, illusionniste ou abstrait, qui initie les travaux spatiaux de Fontana et la rupture initiée par les travaux de Fontana et la radicalité des explorations de Manzoni en dehors de l'œuvre cadrée. Alors, il ne semble pas ressentir le besoin de recours à l'écart et aux ici des représentations de la culture populaire. Tout au plus éclaire-t-il, sans vouloir limiter directement, un intérêt pour les reports qu'effectue Jasper Jones entre les images simples et la matérialité de la peinture. Alors Smithson, au même moment, passe à des techniques mixtes qui mélangent la matière épaisse de sa peinture avec des images de magazines techniques, fictionnels ou pornographiques, à des réalisations utilisant plastique, néon et couleurs, qui relèvent d'une recherche pop de l'impact visuel et de la circulation des genres. Mais parler de pop art, c'est évoquer la culture populaire, le continuum d'images, pour reprendre le terme de continuum à Laurence Alloway, dans lequel nous sommes plongés et qui détermine d'une manière ou d'une autre la fabrication et la réception des œuvres. Sous ses aspects le plus souvent bariolés ou spectaculaires, le pop porte un commentaire social qui reflète une position d'immersion à laquelle personne, ni l'artiste ni le spectateur n'échappe. Il me semble que c'est sur le plan de cette condition que l'on peut mesurer un écart entre Fabreau et Smithson. Écart qui est d'ailleurs celui qui sépare encore les pratiques européennes et américaines dans les années 60. Pour autant qu'il ne s'agit pas de parler d'un esprit du temps, d'un zeitgeist dont l'atmosphère s'infléchirait suivant la géographie. Alors, donc j'aimerais me référer à un livre de l'historienne d'art Anne Reynolds, qui a abordé de manière large les archives de Robert Smithson, qui ont été donnés par sa veuve Nancy Holt aux Archives of American Art du Smithsonian Institute, et qui font vraiment un énorme corpus, qui donne d'ailleurs une position bizarre au travail de Smithson, puisqu'il y a déjà tous ses écrits, et maintenant un corpus d'archives vraiment
massif à travailler. C'est un peu étrange, enfin presque, une position partie singulière en tout cas. Donc elle a abordé ces archives et a été confrontée à leur ampleur, parce que ces archives contiennent entre autres la plus grande partie de la bibliothèque de Smithson, qui a été récupérée à sa mort. Plutôt que d'extraire partiellement tel ou tel document, elle s'est posé la question de leur compréhension dans leur ensemble et a réussi, à travers des suites complexes et croisées de références, à retracer la manière dont Smithson a sédimenté ses travaux. Bon, je ne dirais pas là dans le détail de comment elle fait, mais c'est selon cette manière sédimentaire particulière que résiderait l'originalité de Robert Smithson, plus que dans le panorama du choix de ses références, qui est plus ou moins celui de chacun à ce moment, si on exclut évidemment la boulimie autodidacte propre à Smithson. Alors, afin de préciser ce contexte ou ce panorama depuis lequel Smithson travaille par emprunt, déplacement et fusion, elle a recours à l'histoire culturelle et dégage les grands axes selon lesquels s'organisent les références ou prélèvements que Smithson effectue dans le moment dans tout ce flux culturel, si vous voulez. C'est dans ces grands axes donc définis par Anne Reynolds, que j'aimerais évoquer pour constater l'écart entre une position américaine et européenne, ou italienne particulièrement, au cours de ces années 60. Des cyniques d'origine, des travaux, des sujets de nos deux sujets d'études. Alors, il y a déjà l'omniprésence. Donc, j'ai 3 axes. Le premier, c'est l'omniprésence des médias. Si la télévision est encore jeune, la radio et le cinéma sont partout dans la vie quotidienne, et l'imprimé sous toutes ses formes explose. Les journaux nationaux et locaux, les hebdomadaires, les mensuels spécialisés, la publicité. Cette prolifération a aussi lieu en Europe, mais sa spécialisation, bande dessinée, hebdomadaire, d'actualité déployant de riches reportages photos, émissions de variété, est perçue comme liée à l'accélération consumériste et pratique débarquée des États-Unis. Donc en même temps qu'une partie des contenus musicaux publicitaires est américaine ou veut en avoir l'air, pensons aussi à la musique, on peut aussi décider de se tenir à distance de cette tendance et de mesurer sa consommation. Ce qui fait une différence Amérique-Europe évidente, parce que là-bas c'est un sol naturel, ici c'est quand même quelque chose qui peut être tenu à distance. Alors après l'omniprésence des médias, on pourrait évoquer la facilité et l'habitude du déplacement, qui sont particulièrement liées à l'automobile, mais aussi à l'avion et au train. Elle donne une highway culture qui s'étend le temps des parkings et des drive-in en tout genre, à la manière de faire la route selon la Beat Generation. Rappelons que Smithson, à la sortie d'une brève période militaire, fera l'autostop et traversera les États-Unis selon cette manière. Et ça va jusqu'au voyage organisé, à l'industrie touristique culturelle. Alors l'Europe suit moins rapidement et moins entièrement cette tendance. La campagne et les centres-villes s'adaptent moins à la voiture, d'où il s'ensuit que perdure une plus grande hétérogénéité du paysage, des comportements et des états d'esprit. Un troisième axe que définit Anne Reynolds, c'est un certain état de la contre-culture. Pour contre-culture, pensons à l'environnement que constitue la factory de Warhol, le rock, la culture gay, les drogues, etc. Les réseaux de la contre-culture se sont fortement développés et produisent des pratiques qui, si elles se diffusent depuis des centres urbains, New York en particulier, jusqu'à étirer une partie de la banlieue et de la campagne, produit aussi pour elle-même ses codes, ses références et ses catégories. La circulation culturelle en Europe, si elle est sensible aux nouveaux genres, fonctionne suivant ses propres critères, directement en contact avec son histoire, malgré les accélérations des médias et des déplacements, redéployés dans l'après-guerre. Donc en Europe, il y a l'héritage des avant-gardes. On peut directement il y a un problème de son accès, de le redéployer, d'en faire quelque chose dans l'après-guerre, qui effectivement est parallèle, disons, à cette contre-culture qui est un peu pris quand même beaucoup de place aux États-Unis. Alors, ces différences de terrain culturel, si elles peuvent sembler banales, me semblent importantes à prendre en compte pour comprendre les choix de chacun. Ainsi, le passage pop peut sembler inévitable, qu'on l'accepte ou qu'on le rejette d'ailleurs, pour des artistes new-yorkais, et moins essentiel pour leurs contemporains italiens qui ont affaire aux positions de l'informel ou aux groupes cinétiques, aux trajectoires plus personnelles de Fontana ou Manzoni, avec la prise en compte de l'héritage des avant-gardes qui ont précédé la guerre. Donc maintenant j'aimerais aborder le tournant biographique, un tournant biographique qu'ont vécu à la fois Fabro et Smithson, un parallèle donc. Depuis le constat de cet écart qui concerne les conditions générales qui environnent la production artistique, nous pouvons nous focaliser sur un détail biographique qui concerne à la fois Fabro et Smithson, même s'ils ne sont pas les seuls à l'avoir emprunté. Le passage de la peinture à une pratique tridimensionnelle que l'on appellera ou pas sculpture. Chaque artiste témoigne du choc qu'a constitué ce passage. Choc d'une découverte pour Fabro et choc d'une remise en question pour Smithson. Alors si je n'ai vu aucune des peintures d'avant la découverte de l'art informel et du milieu artistique milanais où il s'installe en 1959, Fabro relate les confrontations qui ont eu lieu et qu'on a évoquées
à cette époque et comment elles vont être des points de départ de donc, une nouvelle pratique qui le conduit à abandonner la peinture. Alors, on en trouve une formalisation dans son texte de 60. Oui, donc on trouve une formation de cette nouvelle, nouvelle décision, de cette nouvelle orientation qui sera celle de sculpteur, si on veut, si on l'appelait comme ça, dans le texte de 63, qui s'appelle Ma certitude, mon sens pour mes actions, qui sera publié dans le catalogue d'exposition Arte Povera organisé par Celan en 69. Donc, outre le passage du choc, Fabreau établit une ligne de conduite qui part de la table rase, entérinée par ce qu'il découvre, ligne de conduite qui formera, si je puis dire, le seul invariant à travers une pratique formelle par ailleurs entièrement hétérogène. Oui, alors j'ai dû le rater un peu plus haut en voulant parler différemment. Ce que Fabreau décrit dans une conversion avec Jolet Desana, c'est bon, c'est pas grave, c'est ses peintures avant, si je les ai pas vues, mais bon. Alors, du côté de Smithson, on connaît ses peintures de jeunesse exposées dans la galerie romaine de George Lester durant l'été 61. Lester avait repéré et commencé à acheter Smithson au cours d'un voyage à New York à l'automne 60. Voici Creeping Jesus de 61 qui a été exposé en 61 à Rome. Alors, ces peintures exécutées dans une matière épaisse et énergétiquement posée, qui rappelle l'expressionnisme abstrait, suivent entre autres des sujets sacrés qui évoquent la passion ou le martyre. Dans un article du catalogue de la rétrospective organisée au MoCA de Los Angeles en 2004 et 2005, enfin, et ailleurs, en 2004 et 2005, Thomas Crow évoque une lettre de Smithson à sa future femme, Nancy Holt. Smithson y raconte comment l'exposition de ses peintures dans la vitrine de la galerie le rend inconfortable. Croyant ou non dans les sujets religieux qu'il peint, Smithson croyait dans la puissance expressive de sa peinture et se retrouve gêné par la confrontation de ses toiles avec l'espace public. La peinture semble faire ici impasse. On a pu évoquer, mais alors là c'est évoqué par certains, moins souligné par d'autres, donc bon, je l'évoque moi aussi, mais j'en suis pas certain. Un silence de Smithson, enfin un silence expositionnel en tout au moins, entre cette deuxième exposition à Rome et la première de celle qu'il effectuera à la Castellane Gallery au printemps 63. Ou 62, un an plus tard en tout cas. Smithson n'est pas au bout de ses peines. S'il arrive à vendre et noue de nombreux contacts, il ne connaît pas de réel succès et ne trouve pas de forme d'expression efficace. À ses yeux en tout cas, puisqu'il date sa maturité artistique comme commençant au moment de rejoindre la galerie de Virginia Dwan et le mouvement minimal naissant vers 65-66, alors qu'il a définitivement abandonné la peinture. Donc là où Fabreau effectue une réévaluation qui aboutira à un constat clair, Smithson navigue dans la jungle new-yorkaise des tendances artistiques du moment. Et ces deux moments de crise semblent donner des résultats opposés. D'un côté, Smithson abandonne toute référence directe au corps et à sa réalité, qu'on voyait dans le corps sacré, particulièrement dans l'évocation des corps sacrés, de parties de corps sacrés aussi. De sa réalité dans l'espace de la galerie, ou dans l'espace de la peinture, pour se recentrer sur le structural d'une perception géologique des choses. Sa passion de jeunesse, passion dont on remarquera qu'elle fut aussi celle de Lévi-Strauss. Alors, passion qui perception géologique des choses qui le conduit à s'intéresser au passé, au futur lointain, au lointain passé, au futur lointain, et bientôt à des espaces de friche en dehors de la galerie. Pourtant, des motifs comme l'aveuglement, la spirale, la différence énantiomorphe entre droite et gauche subsistent de ses premières peintures jusqu'à ses travaux de terre. Fabreau, quant à lui, délaisse une matière picturale. Oui, donc voilà les sollicitations qu'on a, ce qu'on connaît, ce que j'ai pu voir de ses premières peintures. Fabreau délaisse lui aussi une matière picturale dense, c'est la même chose, la même matière que Smithson, mais lumineuse en son cas. Je cite, lumineuse et matière picturale dense. Ils rompt définitivement avec, je cite aussi, des sujets qui restaient plus trop traditionnels. Donc là, il n'y aura pas de contenu qui passera d'un moment à l'autre, de l'avant-peinture à l'après-sculpture, si on peut dire, ou périsculpture, ou ce qu'on veut. Donc, Luciano Fabreau s'ouvre au champ des possibles que propose la coexistence du corps et de l'espace dans la galerie, sans a priori, sinon celui d'une méthode. Et là, je cite, « Une nouvelle logique qui soit celle du particulier et qui offre à l'esprit humain des moyens de se développer dans le monde, découvrir l'ordre des choses, en déterminer non pas l'essence en vue d'une contemplation inerte, mais les propriétés secondaires, utiles, induire les causes et les effets qui se font sentir, affiner et organiser dans ce but l'observation et la réflexion. » Donc une symétrie mais entre deux ruptures. D'un côté, un abandon et un recentrage,
sur la prise en compte du corps, c'est-à-dire que Smithson abandonne la prise en compte du corps, Fabreau se recentre dessus, sa méthode lui le fera se recentrer dessus tout au long de sa carrière, et un abandon et un recentrage sur les influences de jeunesse. Fabreau abandonne ses influences de jeunesse, alors que Smithson, en un certain sens, se recentre dessus, la géologie. Donc, maintenant, on va passer à ma deuxième partie, un peu plus théorique. Alors, il ne s'agit pas évidemment ici de privilégier la stratégie de l'un plus que celle de l'autre, mais de constater au contraire qu'elles fonctionnent également toutes les deux, et qu'elles fonctionnent selon une évidence forte dans chaque cas. Toutefois, cette évidence de fonctionnement me semble d'un autre ordre que celui de la simple explication pédagogique de ce qui est vu. Un bon exemple en est donné par la manière dont John Caldwell, conservateur au Musée d'art contemporain de San Francisco et praticien aguerri, raconte comment il était surpris par sa rencontre imprévue avec une œuvre de Fabreau en plein air, La double face du ciel, à Arnhem en 86. Je crois que c'est la photo de l'œuvre à l'endroit. Lors de cette rencontre, après s'être posé toute une série de questions décousues, y avoir répondu de façon absurde, il finit par en déduire qu'il ne peut que contempler un travail de Luciano Fabreau, justement à cause de ce questionnement, de la reconnaissance a priori d'un style précis. Fabreau et Smithson évoquent tous deux dans leurs écrits et leurs entretiens le rôle de l'artiste et sont convaincus de son opération. D'un côté, selon le modus operandi que nous avons rapidement évoqué pour Fabreau, sa méthode. De l'autre côté, pour Smithson, selon une prise en compte de la notion d'entropie, donc aussi de mort, et du sentiment de scénique, selon le terme d'Eren Zweig. Là, c'est issu de diverses interviews. Alors, du point de vue de l'analyse, soit nous acquiesçons à la revendication de ces statuts et laissons ces derniers chacun de leur côté, en considérant que leur diversité souligne bien une richesse du monde de l'art multipolaire d'aujourd'hui, soit nous considérons l'exigence théorique de définition que réclament les propositions de leurs travaux et de leurs déclarations. Et nous nous devons de trouver une explication qui satisfasse à leurs contradictions apparentes. Donc j'ai déjà dit ma conviction quant à la seconde option en commençant ma comparaison. Mais il me semble pouvoir déceler dans leurs travaux une raison de plus pour poursuivre cette quête de définition. Alors que ce soit à travers la décision de s'en tenir à une justesse du geste, en se gardant de l'hypertrophie intellectuelle ou d'un enfermement formaliste pour Luciano Fabreau, ou à travers une volonté constante de conserver la signification en circulation jusqu'au terme d'un aveuglement pour Robert Smithson, il y a un motif ou une opération qui semble ne pas fonctionner lorsque nous nous attelons à comprendre les réalisations de chacun d'eux. C'est la juxtaposition simple d'un terme à côté de l'autre. Il faut bien que des échanges existent entre matière, forme et concept, et que ces échanges gardent un caractère instable pour que la pertinence du geste ou un certain éblouissement dialectique puisse avoir lieu. Peut-être ne pouvons-nous pas nous contenter de simplement juxtaposer côte à côte les positions de Fabreau et celles de Smithson. Je crois qu'il nous faut aussi trouver des raisons de circuler entre les œuvres que nous étudions pour ne pas en épuiser le sens dans une fiche signalétique que nous classerions dans le tiroir de son mouvement ou dans celui d'une selle globalisée de l'art actuel, de ce tiroir placé dans la belle commode des études sur l'art moderne et contemporain. Alors, pour illustrer mon propos, je prendrai une sorte de contre-exemple exemplaire, celui d'un non-site de 1967, sous-titré ou repéré comme Oberhausen, l'endroit où il a été fait. Lorsque Smithson juxtapose de manière simple des prélèvements de terrain sur le site, empilés dans des containers juxtaposés les uns à côté des autres, devant des extraits de cartes qui reprennent le nombre ou la forme de la juxtaposition des containers, à côté d'instantanés qui détaillent prosaïquement le site. Ici, vous les voyez en tout petit, au-dessus des cartes. Smithson cherche justement à pointer l'absence du site, l'endroit réel d'où viennent les pierres, que décrivent les cartes et qu'évoquent les photographies. Remarquons la répétition des 3 cartes, les 3 ordres de présentation qui ne sont pas sans rappeler la chaise de Kossuth. Et cette absence, à travers des juxtapositions simples, une platitude des relations, et cette absence était faite à travers des juxtapositions simples, une platitude des relations au sein de l'espace d'exposition. Et après, on pourra toujours, et c'est là qu'il y a un fonctionnement et plus du tout de relations simples, on pourra toujours rêver avec l'éventualité d'un hors-musée, mais quoi qu'il en soit, tant que le cerveau cherchera une solution, l'œuvre fonctionnera. Donc je propose maintenant, pour continuer, de nous pencher sur la théorie d'un chercheur pour qui la plus grande question était celle de la nature de l'explication. Au cours de sa carrière transversale, depuis l'anthropologie en passant par la psychologie, l'éthologie jusqu'à l'épistémologie,
Gregory Bateson, puisque c'est lui dont je parle, a fourni une petite théorie de l'œuvre d'art dans un de ses essais que l'on peut trouver dans le recueil Vers une écologie de l'esprit. Il met l'art en parallèle avec le rituel, le rêve ou l'ivresse. Rien que de très banal s'il associait ses activités à sa théorie de l'apprentissage. Alors Bateson définit de manière simple, depuis la psychologie expérimentale et en dehors du champ freudien, la nécessité d'une économie biologique de l'inconscient. Biologique puisque les mammifères que nous sommes ne peuvent fonctionner en étant entièrement conscients d'eux-mêmes. Outre la complexité de notre machine, depuis le système neurovégétatif jusqu'à l'infralangage de nos attitudes communicationnelles, dont le conscient devrait rendre compte, chaque structure permettant la conscience devrait à son tour dépendre d'une autre pour avoir accès à la conscience. On voit facilement l'impossibilité arithmétique de la chose. Penser à un objet, tautologique ou non, muni d'un dispositif pour s'alléger de son propre poids. Bateson part donc du laboratoire de psychologie expérimentale. Par exemple, celui où Pavlov apprend à des chiens à saliver au son d'une sonnette associée à une récompense sous forme de nourriture. Et il réfléchit depuis le fait connu que le sujet à expérience, au fur et à mesure qu'il en subit, apprend de manière générique à y répondre et devient plus performant dans ce domaine. Il y aurait coexistence de deux formes d'apprentissage, celle de la réaction à la sonnette et celle de l'amélioration de la réaction à l'expérience. Il définit donc un apprentissage 1 qui consiste dans la réaction à l'événement ou au stimulus. À côté, celui qu'on a évoqué, un apprentissage 2 qui correspond à une habitude de réaction plus large que la réaction au stimulus lui-même. Nous apprenons à réagir à des stimuli et devenons plus performants dans un contexte donné, ou plus fatalistes dans un autre contexte qui, par exemple, se base sur des stimulus désagréables, comme des chocs électriques, et dissocierait stimulus et récompense. Il y aurait des chocs électriques, de la nourriture qui arriverait, mais sans ordre logique, le sujet d'expérience, au bout d'un moment, pourrait devenir fataliste. Ça serait évidemment, si c'est un animal, c'est un gros anthropomorphisme, mais c'est pour essayer d'évoquer l'apprentissage de son contenu, enfin sa nature, quoi. Mais Bateson évoque aussi l'apprentissage 3, qu'il déduit hypothétiquement du rapport entre apprentissage 1 et 2. L'apprentissage 3 serait à l'apprentissage 2 ce que l'apprentissage 2 est à l'apprentissage 1. Et l'apprentissage 3 reviendrait à remettre en cause le contexte de réaction acquis par l'apprentissage 2. L'apprentissage 3 est d'abord une hypothèse, puisqu'évidemment, il est peut-être difficile de distinguer, dans un laboratoire, le chien artiste qui remettra en cause le fait d'avoir à saliver au son de la sonnette ou de réagir trop facilement aux expériences suivantes, qui suivraient. Pour le dire plus sérieusement, allant contre les habitudes inculquées par l'apprentissage 2, habitudes qui définissent une grande partie de notre personnalité et de notre compréhension du monde, l'apprentissage 3 reste rare ou difficilement observable. Il peut conduire à l'expérience mystique comme à la folie. D'autant que, jusqu'à preuve du contraire, l'observateur est lui aussi humain et donc reste soumis à la rareté de ce qu'il est censé observer. Bateson postule que l'apprentissage 3 est perceptible dans des phénomènes où se jouent marges et catégories, tels que l'art, le rituel, le rêve, et dans le même temps, il souligne la difficulté de cerner le principe qui régit ces mêmes phénomènes, ou la notion qui nous permet de les étudier. Il faudrait à ce point de réflexion suivre comment la théorie mathématique des types logiques élaborée par Russell et Whitehead au début du XXe siècle, et sur laquelle s'appuie Bateson pour distinguer ces niveaux d'apprentissage, comment cette théorie peut s'appliquer à la théorie de la communication afin d'en caractériser l'acte communicationnel que l'on qualifie d'œuvre d'art. Bon, je ne suis pas sûr que la théorie de communication soit super efficace pour l'analyse de l'art, mais bon, c'est une piste que je n'ai pas encore vraiment approfondie. Mais Bateson, quant à lui, suggère quelques pistes dans son article « Style, grâce et information dans l'art primitif », mais reste incomplet. La question de l'œuvre d'art, qui demeure une question dont l'énoncé est proprement occidental, constitue quelque chose de marginal pour l'anthropologue qu'il est, et qui s'attache à l'étude de cultures différentes que la sienne. Alors, il me semble toutefois que l'embryon de définition donné précédemment nous fournit déjà un gage de fiabilité de par ses limites mêmes. Cette définition implique la complexité de l'œuvre d'art, la difficulté de son explication et l'impossibilité de la cerner totalement ou de la mettre à plat. Son ellipse emporte du paradoxe, le conflit de ses causes et ses conditions, le conflit de ses causes et ses conditions de ses effets. Alors, une telle définition, à moitié repliée sur elle-même, n'est pas sans rappeler les tautologies réalisées par Fabreau au début de sa carrière. Ainsi, la réplication sur une portion du sol de la galerie préalablement nettoyée d'un carré de papier journal censé protéger le pavement lavé de la salissure à venir, comme cela se faisait dans les maisons du village où il a grandi. Ce petit rituel du quotidien, rêve de propreté, œuvre d'art occasionnelle et jolie illustration de notre propos.
Luciano Fabro déploie un dispositif simple dont le commentaire rassemble le souvenir d'une pratique et propose par rebond au spectateur de créer la figure de ce qu'il ne peut voir sans lui, le sol propre et où l'œuvre mise à plat par ce qui les cache. Et l'œuvre, décalée et masquée, pourrait s'offrir depuis un retranchement qu'il lui faut à chaque fois rejouer, peut-être au risque de finir elle aussi par se salir, mais là il suffit de sortir de la salle pour voir, pour vérifier si elle marche encore, ou si son principe marche. Voilà. Bon, alors je vais passer à la fin de lecture de notes. Selon ces principes, j'aimerais qu'on regardait juxtaposer deux travaux de Fabro et Smithson. D'un côté, Esprit de géométrie, esprit de finesse de 84. Et à droite, A Short View of an Afternoon de 70 de Smithson, qui en fait est un dessin qu'il a fait lors d'une interview et qu'il a finalement signé et considéré comme, enfin, plus ou moins considéré comme œuvre. Le problème de l'œuvre étant toujours mis en question chez Smithson. Alors autant dire que cette colonne esprit de géométrie, esprit de finesse, j'ai lu sa description. J'arrive pas vraiment à comprendre, sinon à l'utiliser pour faire mes comparaisons. Alors, esprit de géométrie, esprit de finesse, c'est une citation de Pascal, des pensées, où d'un côté, on pourrait analyser les choses de manière géométrique, en les catégoriant et en pouvant aller assez loin dans leur analyse, mais sans avoir la finesse des cas particuliers. Et de l'autre côté, il y aurait des gens qui verraient la finesse des choses sans pouvoir les géométriser et aller profondément dans leur analyse structurelle. Alors évidemment, vous imaginerez que c'est grossièrement, on pourrait dire que Fabro serait du côté de la finesse et Smithson du côté de la géométrie. Ça serait vraiment trop grossier, parce qu'il faut à la fois de la géométrie et de la finesse pour faire ce que chacun d'eux fait. Mais moi, ce que j'aimerais essayer de souligner pour finir, c'est la résistance de chacun d'eux, le côté un peu, disons, limite de leurs travaux, qui fait que, par exemple, j'arrive à comprendre ou à apprécier esprit de géométrie ou esprit de finesse sans vraiment être sûr de l'avoir compris, même en ayant lu effectivement l'explication de l'œuvre qui dit que les lignes, que les courbes, les creusements de la colonne suivent les courbes de la couleur sur le marbre. Moi, au départ, esprit de géométrie, esprit de finesse, j'avais cru que c'était les 4 morceaux de la colonne et que l'esprit de géométrie voyait 4 morceaux et peut-être... enfin bon, c'est flou, j'arrive même pas à reconstituer. Puis de l'autre côté, Smithson, vous voyez ces structures, ces essais de structuration de son travail. Voilà. Mais je pense que d'un côté comme de l'autre, il y a un rapport à l'exposition qui n'est pas... à l'espace d'exposition qui n'est pas évident. Un retrait pour Fabro, un dépassement, un évasement pour Smithson, et aussi peut-être même à l'étude, à la forme monographique de l'art contemporain. C'est pas si évident que ça de lire les œuvres côte à côte. Enfin, d'un côté, Fabro, on a beau mettre les choses côte à côte, les expliquer, il y a des moments où on rencontre et on comprend une œuvre. Par exemple, les bottes et les cartes, je les comprends quand on raconte qu'elles ont été exposées l'une au-dessus de l'autre. Il y a un qui ressortirait des pieds, de la tête, puis d'autres moments je les vois, j'arrive plus je comprends pas vraiment. Et Smithson, lui, la résistance se situerait du côté de ses écrits, de sa manière de présenter les choses, où il emprunte le jeu de l'historien d'art, du journal de voyage, de pas mal de styles différents, qui font que son œuvre est déjà documentée par lui-même, et que nous, pour la transformer en document, ça devient difficile. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous voulez compléter, intervenir, ou dire ce que je dis n'a pas trop de sens. Voilà. Il y a des questions, oui, j'ai enlevé la diapo, peut-être qu'on aurait pu en parler. Non.
On discutera des résistances peut-être plus tard. Hein? Non, mais je veux dire, on pourra peut-être revenir sur la question tout à l'heure. Est-ce qu'on va baisser un peu la lumière peut-être? Est-ce que Carla est là? Oui. Carla, est-ce qu'on pourrait baisser un peu la lumière parce qu'on ne voit pas très bien les images en fait. Donc nous recevons Margit Rowell, qui est critique historienne de l'art et qui a travaillé dans différentes institutions et en France aussi en faisant des expositions qu'en partie nous avons vues, comme par exemple qu'est-ce que la sculpture moderne ou Brancusi à Beaubourg. Elle travaille actuellement sur les textes des Fabre et sur leur édition en anglais. Margit, je te laisse la parole. Oui. Bon, on est en train de charger les images, donc il n'y aura plus l'effet de surprise. Je voulais dire que je vais vous parler d'une façon un peu plus personnelle et un peu moins théorique, basée sur ma connaissance, ma fréquentation de Luciano Fabbro et ma fréquentation de ses écrits. En quelque sorte, je vais vous parler d'un comportement d'artiste. Et je vais voir si j'arrive à... Voilà. Pour Luciano Fabbro, la liberté ou l'autonomie de l'artiste n'était pas un programme, mais une manière d'être. Une manière d'être qui n'allait pas de soi dans le contexte ambiant, où les attentes du public de l'art et les artistes eux-mêmes devenaient extérieures aux faits artistiques. Cette liberté, comme manière d'être, s'accompagnait d'une responsabilité. Explicitement, Luciano en parlait peu dans ses écrits, mais c'était sous-entendu à tout ce qu'il avait à dire sur l'activité de l'artiste. Et plus cette liberté lui semblait menacée dans le monde actuel, plus sa préservation dans le monde artistique devenait urgente. L'autonomie de l'artiste que prônait Luciano se traduisait avant tout et surtout comme la liberté de pouvoir établir ses propres priorités. En ce qui concerne le sens de sa création, un devoir de transmission et ses rapports avec le marché et la diffusion de son œuvre. Je voudrais adresser chacun de ces 3 points en 3 parties, dont la première sera la plus longue. Luciano avait un immense bagage culturel et une ouverture d'esprit aussi considérable. Et c'est ceci qui lui a permis de faire des choix, de se débarrasser de l'académie sans se débarrasser de l'histoire, de se mettre à l'écart des tendances à la mode tout en restant contemporain, de reconnaître ses racines méditerranéennes sans tomber dans le pittoresque, de valoriser l'idée sans dévaloriser l'objet. L'objet pour Luciano était la réalisation d'une idée et le résultat d'un faire. C'était un phénomène autant physique que métaphysique. Comme tout artiste à ses commencements, la priorité de Luciano a été de forger une nouvelle voie, un peu contre l'informel et le pop art, beaucoup comme le fils, ou, comme il disait, ou jeune compagnon de route de Fontana, de Yves Klein et de Manzoni, et enfin, en parallèle avec d'autres artistes de sa génération et un peu plus jeunes, qui se trouveraient identifiés avec l'arte povera. En 1989, Luciano a décrit la situation dans les années 60 comme suit. La question de la définition de l'arte povera se pose presque tous les jours. Le problème est que l'arte povera n'a jamais existé. C'est un terme qui est sorti et qui a été bien accueilli. Un terme qui réunit une génération de gens qui travaillaient dans une certaine période, mais chacun de ces artistes a son histoire personnelle. Peut-être que la seule explication à donner est celle-ci. Le terme fonctionnait parce qu'une des particularités des travaux était povera, dans un sens métaphysique, extrêmement simple, quasi despolia, de déshabiller, même si l'œuvre était bien faite, même si elle avait une certaine élégance. Le seul sens est celui de nudo,
nudo. Et j'ouvre une petite parenthèse, c'est une interview que j'ai fait avec lui, moitié en italien, moitié en français. Donc c'est le parler de Luciano, si ce n'est pas dans un français très, très parfait, c'est parce que c'était un Italien qui parlait à une Américaine. Donc, mais je pense, Luciano avait une façon très, très particulière et intense de s'exprimer, et très colorée, et donc je ne vais pas refaire ces phrases, et je pense que c'est très clair quand même. N'oublions pas, je continue à citer Luciano, n'oublions pas que cet art est né dans les années 60. Il y avait à l'époque l'art informel, avec des matériaux très travaillés et une idéologie très précise. Ensuite est venu le op art, un art très programmatique qui devait être fonctionnel, un art pour les masses, un art pour embellir les villes. Ce mouvement a été politiquement très fort en Italie, soutenu par Giulio Carlo Argan. Puis est arrivé le pop art, un art, disons, sociologique, mais aussi très bourgeois, avec une grande force, des images violentes. Et enfin, l'art comme communication, le lettrisme, l'art comme signification, l'art des signes. Nous étions très jeunes et logiquement, nous voulions faire quelque chose de nu, de déshabillé de tout cela, mais avec quand même toute la culture ambiante. Quand je réalise une œuvre, même aujourd'hui, mon ambition est de faire une chose extrêmement complexe, rendue d'une manière extrêmement simple. Mais dans cette... Bon, je vous montre une pièce de 65 qui s'appelle Mezzo Specchiato, Mezzo Trasparente, de 1965. C'est une photo que j'ai faite, comme vous voyez, à Naples. Mais bon, ce n'était pas pour me mettre en valeur, mais c'est pour vous montrer que la moitié est un miroir et l'autre moitié, je ne sais pas si on le voit bien, est transparent. La moitié à gauche de l'écran est transparent et vous voyez la salle. Bon, donc, mais dans cette simplicité doit se voir la complexité. Ceci est propre au povera. Cette simplicité presque franciscaine a été appelée povera. Toutes les autres attributions sont fausses. Par exemple, que c'était contre le marché, car ce que nous faisions n'avait aucune chance d'être commercial. Et si on pouvait quand même vendre quelque chose, c'était le rêve. Ce n'était pas un art politique non plus. Nous n'avions pas d'engagement politique comme la génération avant la nôtre, à l'exception de Fontana, qui n'était pas politique. Lorsque Luciano parlait de la pureté de l'arte povera, ce qu'il voulait dire était purification de tous les académismes du passé, de tous les avant-gardes, de tous les modes et tendances contemporaines, de tous les formalismes et idéologies convenues. Donc, libération de tout ce qui pourrait freiner l'artiste dans la recherche d'une nouvelle voie. Effectivement, les œuvres de Luciano, montrées lors de ses premières expositions pendant les années 60, ont été extrêmement déshabillées ou nues, mais aussi extrêmement complexes. Ces œuvres, très minimalistes à première vue, portaient un autre message, celui de passer de l'impression oculaire à l'expérience des sens, de découvrir des tensions, des contradictions, à la fois dans l'espace physique et dans l'espace mental. Et je ne vais pas... Bon, c'est une pièce qui s'appelle Ruota, ou Roue, de 64. Je ne vais pas décrire toutes les pièces de Fabbro, mais cette pièce qui paraît extrêmement minimaliste, selon Fabbro, qui est, comme vous voyez, une barre avec une roue, un cercle, ce qu'il veut dire, c'est que si on le décrit comme ça, c'est une impression oculaire, mais ce n'est pas ça l'expérience qu'il veut donner. L'expérience qu'il veut donner, c'est d'une part, la circonférence de la roue a été faite selon la longueur de son bras. Donc, disons, le cœur est impliqué.
Deuxièmement, la roue, le poids de la roue fait pencher la barre. Donc, il y a d'une part une notion de tension et une notion de précarité, comme si la roue, ça va rouler. Et donc, nous sommes impliqués dans cette tension, dans cette précarité, avec notre corps, et c'est ça qu'il appelle l'expérience. Pas l'impression oculaire, mais l'expérience. De même, cette pièce-là, je ne sais pas si vous voyez bien, qui s'appelle Raccordo Anulare, qui est aussi de 63 et 64, les petits cercles viennent, c'est la dimension de ses mains, le grand cercle au bout, c'est encore les dimensions de ses bras. C'est une chose qui n'est pas nécessaire à savoir, mais ça nous implique le corps peut-être inconsciemment d'une autre manière que quelque chose qui serait fait sur le nombre d'heures ou je ne sais quoi. Donc, prenons un vocabulaire formel familier, il le charge d'autres significations. Comme il a dit à Karl Alonzi en 1965, séparer la façon de voir de l'expérience fige pratiquement toute la valeur de l'expérience pour l'homme, donner l'expérience d'un seul sens, ce n'est plus de l'expérience. Il faut distinguer impression et expérience. L'impression est un phénomène transitoire, difficilement contrôlable, capable de modifier notre bagage psychologique parce qu'elle crée un choc. L'expérience, ce n'est pas seulement voir, c'est aussi sentir, toucher, être à même de reconstruire. L'expérience, c'est vraiment prendre possession. Donc, liberté de tourner le dos à tout ce qui est convenu, non seulement la façon de faire les œuvres, mais la façon de les appréhender. Et ensuite, voilà, là, il y a Incubo aussi qui semble très minimaliste. Et comme vous savez tous, c'était une sorte d'Incube où qu'il avait fait selon les dimensions de son corps. Et il fallait rentrer par l'intérieur et avoir la sensation d'un espace fermé, mais aussi entendre les bruits à l'extérieur. Donc c'était une expérience d'espace intérieur, d'espace extérieur en même temps. Voilà. Donc, ensuite, un autre indice de la liberté de Luciano était la liberté qui s'autorisait de passer d'un cycle de travail à un autre. Car pour Luciano, l'art était d'abord une recherche dont l'objet serait la réalisation. Encore, comme il a dit lui-même, aller au bout d'une recherche amène à une autre recherche. Dans une interview avec Bruno Cora, en 1983, il dit « Il y a une constante pendant un laps de 2 ans. Je mets 2 ans à définir quelques possibilités de certaines façons de travailler et de penser. Quand j'entrevois, je ne dis pas quand j'épuise, les différents possibles se proposent un nouvel ordre. » Donc, sa première période très dépouillée sera suivie par les tautologies, on y reviendra, et ensuite ou en même temps par un cycle sur la nature. Ici, c'est une pièce qui s'appelle Edera, ce qui veut dire lierre, c'est ça, de 1968. Felce, aussi de 68, qui veut dire fougère, merci, oui. Et puis un autre consacré aux Italies, celui fait très vite après, ou presque en même temps. Ici, c'est sullo stato. Et ensuite, les pieds. Dans chacun de ces cycles, l'objet de la recherche, l'inspiration et les références sont complètement distinctes. Pour Luciano, la notion du travail, manuel, artisanal, domestique, faisait partie intégrale de la conception de l'œuvre d'art. Son œuvre, nous l'avons beaucoup vu,
Pavimento, tautologie de 1967, est exemplaire de sa façon de mettre en valeur l'idée du travail, qu'il décrit ainsi. « J'ai choisi un dallage ordinaire. Je l'ai bien lavé, je l'ai fait briller, puis je l'ai recouvert de journaux. L'œuvre est constituée seulement par le travail réalisé, un travail que beaucoup de gens font, un travail de ménagère, qui est de protéger, de conserver précieusement quelque chose. Je me souviens que c'est ainsi que l'on faisait dans mon village. On nettoyait les carreaux et on les recouvrait au moins le premier jour, pour qu'ils ne se salissent pas. C'était une façon de mettre en valeur le travail fait et de le préserver. Sa valeur aussi était évidemment celle d'un geste éphémère ou précaire, parce que la précarité chez Luciano était quand même un concept très important. Et de même, la valeur d'une tautologie. Un respect pour le travail, et surtout pour le travail bien fait, est une constante dans l'œuvre de Luciano. I piedi en donne une autre dimension. À sa demande, c'est la mère de Luciano qui a eu une maison de couture qui a confectionné les pantalons aux jambes, comme vous les voyez ici. Ici, c'est une exposition à la Biennale de Venise et en 1972. Et j'aimerais bien que vous regardez bien cette installation parce que je vais dire après qu'une autre liberté que Luciano s'accordait, c'était chaque fois d'installer ses œuvres différemment pour qu'il y ait d'autres lectures, d'autres significations. Donc ça, c'est une lecture très, très pure, à la fois très élégante. Et après, il nous en verra une autre. D'ailleurs, la photo est moins bonne, mais bon. Ces soies de qualité que Luciano connaissait donc depuis son enfance et qu'il a choisi pour leur couleur et leur texture chatoyante, ont été plissées et drapées afin d'habiller le verre sorti des fours de Murano, le marbre taillé de Carrare, si ce n'est que ceci est un marbre du Portugal, mais bon, le bronze fondu ou modelé à l'antique. Bon, là, c'est un bronze fondu qui n'est pas modelé à l'antique, mais bon. Ces matières, la soie, habillées, ces matières, bon, le bronze, le verre et le marbre, habillées ou déshabillées d'une façon inhabituelle, ont contribué à l'étrangeté de ces formes hybrides qui rappellent des créatures d'un musée d'histoire naturelle. Et encore, dans ce contexte, il m'a dit, et encore dans ce contexte, le contexte du travail, Luciano m'a dit en 1982, à propos de la pièce Pénélope de 1972, ce qui, comme vous savez, est constitué d'un fil enfilé dans des aiguilles plantées en haut et en bas d'un mur, et donc le fil, il est tendu comme ça sur le mur. En ce qui concerne Pénélope, ce qui m'intéresse, c'est le travail, mais pas le travail mythique. Pénélope, c'est la femme qui n'a rien à faire et qui tricote pendant 10 ans. C'est plus près du pavimento, où les tissus que j'ai faits pour les pieds, c'est un rapport avec le travail un peu banal qui fait des choses jolies. Quand Luciano parlait des piedi, il disait qu'ils étaient faits pour ouvrir tous les sens, ou presque. La vue, le toucher, l'ouïe. Ailleurs, à propos de Pénélope, il mettait l'accent sur la sensation du faire qui est transmise par la pièce, de prendre le fil dans ses doigts. Pour le jugement de Paris, fait en terre cuite, il parlait de la qualité de la peau, ce qui a été évoqué hier, et la différence entre celle du sujet masculin et celle des 3 femmes. Effectivement, pour Luciano, l'art devait parler à tous les sens. Enfin, un mot sur les Italies, qui représentent d'autres dimensions importantes de la réflexion de Luciano. La première est de choisir des archétypes qui sont connus et reconnus et de déjouer l'attente du spectateur,
de réinventer le sens. Ça, c'est Italia d'Oro de 71. Italia Carta Stradale, c'est dommage, on le voit très mal, mais à l'intérieur, la partie plate, c'est une carte routière d'Italie très colorée, avec du métal autour, un métal très, très tendre. C'est du plomb, hein? Oui, c'est du plomb. Bon, ça c'est Italia di Cartoccio et celui-ci que j'aime beaucoup, Italia del Dolore, des douleurs qui pleurent, enfin si on veut. Bon, donc il choisit des archétypes et il déjoue l'attente du spectateur pour réinventer le sens. La seconde dimension, typique ou constante chez Luciano, c'est cette référence à une entité historique ou culturelle, comme ici l'Italie. Luciano a exécuté beaucoup de variantes sur ce thème. Italia d'Oro, Italia Carta Stradale, Italia del Dolore, Italia Feticcio, Italia Cartoccio, etc. Enfin, il doit y avoir entre 15 et 20, où l'allure et les matériaux de chaque correspondaient à un sens précis. Mais il s'agit toujours d'une Italie de l'imaginaire, d'une abstraction politique ou culturelle. Enfin, s'il ne s'agissait sûrement pas pour Luciano de mettre en avant son pays natal, c'était quand même une Italie symbole de la culture méditerranéenne. Luciano a toujours fait la différence entre la culture du Sud et la culture du Nord de l'Europe. Ça, c'est une pièce qui s'appelle La Germania. Bon, c'est un peu anecdotique de montrer ces deux pièces pour la Méditerranée et l'Allemagne, mais j'avais pas beaucoup de possibilités pour faire les images. Et je reviendrai un peu à cette pièce qui, évidemment, est strictement de l'Europe classique du Sud. Et moi, mon interprétation de cette pièce, avec l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse, qui était une phrase à laquelle Luciano se référait souvent, c'était la raison et puis la raison déjouée par la fantaisie, et ce qui ajoute la finesse. Et ici, comme mon prédécesseur a dit, les cannelures suivent, plutôt que de suivre une sorte de façon classique, les cannelures suivent les veines, et donc ils tournent et ils ont ce qui paraît être un archétype classique est complètement fou du fait que les cannelures ne suivent pas l'ordre impliqué. Donc, Luciano a toujours fait la différence entre la culture du Sud et la culture du Nord de l'Europe en s'identifiant à l'histoire, les coutumes et la mythologie de la Méditerranée. Il lui semblait évident et normal qu'un artiste puise dans la culture dans laquelle il a baigné depuis sa naissance, ce qui lui donne non seulement une richesse, mais une perspective particulière. Il est intéressant de replacer toutes ces œuvres dans le contexte des années 60 et 70, époque où on parlait déjà de l'art international, de l'hégémonie américaine, de l'art basé sur les produits de consommation et la fabrication industrielle et en série. La force de Luciano était de se sentir assez libre pour fabriquer des œuvres de dimension relativement modeste, surtout dans les années 60, ça c'est une œuvre des années 80, mais assez modeste, banale, comme il aimait dire, quant à leur sujet, je pense aux Italies ou même au pavimento, et artisanale quant à leur exécution. Ces objets véhiculaient d'autres messages, basés sur d'autres expériences et d'autres conceptions de l'œuvre d'art. Vu de notre perspective aujourd'hui, les références et les choix de Luciano, mais également ceux de ses collègues immédiats, paraissent audacieux car à part de la rumeur du monde. Son indépendance et sa force venaient de ses objectifs, de renouveler notre réflexion et notre regard et d'ouvrir et élargir un présent qui par ailleurs devenait de plus en plus restreint dans ses offres et ses demandes, dues aux pressions montantes de la société marchande. Luciano et ses collègues travaillaient en décalé
avec les tendances et le marché dominant de l'art contemporain. Puisque toute l'Italie était un anachronisme et une absurdité, disait-il, il ne faut pas avoir peur de se singulariser. Toutefois, ce qui paraissait une boutade n'était pas désinvolte de sa part. Bon, j'ai choisi cette pièce un peu au hasard parce que le dernier jour, je me suis dit qu'il fallait quand même montrer des pièces un peu plus tardives. Et j'ai montré surtout des pièces des années 60. Ça, c'est une pièce qui s'appelle Déméter, qui est des années 80 et qui correspond moins, on peut dire, à des matériaux précaires qu'au début, mais qui correspond à mes yeux. Pour revenir à la question d'une parmi vous hier sur les matériaux de Luciano, souvent il utilisait effectivement le marbre de Carrare, la pierre, des choses qui semblaient très traditionnelles, mais c'était aussi parce que c'était les avant-gardes depuis les années 20 ou 30 n'auraient jamais eu l'idée de faire ce genre de travail un peu qui part d'une idée, on peut dire, traditionnelle et qui ensuite est déjouée. Par la signification et la précarité et tous les sens dont il est chargé, et puis d'avoir un titre mythologique aussi. Fabre était toujours en contradiction, on peut dire. Donc, je vais maintenant passer à l'idée de la transmission. Le Luciano Fabbro que j'ai connu, et je l'ai rencontré en 1987, avait la hantise que l'art, tel que nous le connaissons, disait-il, ne serait plus compris, allait disparaître, que le fil de l'histoire allait être rompu et que le monde futur, y compris les nouveaux et jeunes artistes, n'aurait plus les mêmes repères ou bien plus de repères du tout. C'est pour cela, disait-il, qu'il donnait le descriptif de ses œuvres dès le début, lorsqu'il a commencé à exposer, afin de dépouiller le regard du spectateur d'une lecture canonique, comme il disait, et l'aider à avoir un regard pur devant son œuvre. Et là, je le cite. « Les manifestes dans la tradition futuriste qui arrive jusqu'à Fontana et aux années 70 étaient la forme typique pour un artiste qui créait ses propres textes. Par ailleurs, tous les artistes qui ont émergé comme artistes conceptuels venaient de la critique d'art. Ainsi, dans les années 60, le texte tendait à devenir partie intégrante de l'œuvre. Mes premiers textes, même si en ce qui concerne le style, ils ressemblent à des manifestes, en fait ne le sont pas. Dans mon cas, c'est un peu venu de la nécessité d'arriver à dialoguer avec des gens qui devaient écrire quelque chose sur mon travail. J'ai donc essayé de mettre au point mes idées et par la suite, j'ai continué. Mais moi, j'écris seulement quand je pense qu'il est nécessaire d'ouvrir un dialogue sur tel ou tel travail, sur tel ou tel sujet. Je n'ai pas envie d'écrire pour écrire. Luciano avait aussi pris le parti très sérieusement d'enseigner. Ne craignant pas le paradoxe, dans ses cours, il enseignait l'histoire de l'art classique comme continuité avec ses règles et ses modèles. Il enseignait aussi les techniques artistiques. Étant donné qu'un vaste panorama de l'histoire de la culture lui fournissait son inspiration quotidienne, dont il respectait le sens tout en créant de nouvelles lectures, étant donné aussi l'importance qu'il mettait sur le travail bien fait, ceci n'a rien d'étonnant. Mais son approche était surtout de mettre en garde les jeunes artistes contre l'écueil des concepts vides, les fausses pistes, les pressions de la mode, et les préoccupations économiques qui voyaient prendre de plus en plus de place dans le milieu et les mentalités artistiques. En d'autres termes, il voulait apprendre à ses élèves d'être le plus autonome possible, mais aussi le plus pur, dans la poursuite de leurs tâches. Ceci est sur le plan pragmatique, mais son approche était aussi hautement philosophique. Cette réflexion métaphysique, indispensable pour Luciano, paraissait extrêmement idéaliste, pour ne pas dire anachronique, par rapport à l'époque. Comme nous savons tous, Luciano faisait imprimer ses leçons dans de petits fascicules.
Cela vaudrait la peine d'en relire un passage ordinaire, entre guillemets. Il commence avec des injonctions. Bon, je vais voir si on peut prendre un... Non, c'est pas ça. Il commence avec des injonctions relativement terre à terre, tout en soulignant l'importance de l'autonomie de l'artiste et arrive à des conclusions assez étonnantes. Et je cite, « Il faut que vous puissiez, en travaillant, ne penser qu'en fonction des règles de votre propre travail. Puis, quand vous sortirez et présenterez le travail terminé, ne pas vous mettre à la merci des jugements, mais utiliser simplement une expérience externe pour ajouter de l'expérience à votre travail. La contribution externe, apportée par moi ou par les autres, doit devenir le vôtre, c'est-à-dire que vous pouvez repartir avec quelque chose en plus et non pas avec ce que vous avez en arrivant, ce qui n'aurait d'ailleurs pas beaucoup de sens. Si vous réfléchissez à cet apport, vous voyez que le centre de gravité du travail ne se déplace pas à l'extérieur de vous, mais retourne en vous. Il retourne en vous en fonction des mêmes critères pour lesquels la pensée ancienne avait déplacé le centre de gravité par rapport au Dieu. En définitive, tout ce qui nous est supérieur n'est rien d'autre qu'une forme plus ou moins larvée, plus ou moins rhétorique du concept de divinité. Voyez combien le discours est paradoxal, car il touche d'un côté certains moyens dits logiques, de l'autre nous voyons que la logique n'est pas suffisante. Il existe donc des sortes de projections qui devraient, d'une certaine manière, toucher vos propres expériences de l'œuvre d'art. Nous devons, afin de réussir à voir toutes ces choses ensemble, oublier les raisons, les fonctions, les conséquences qui entourent notre travail. Nous devons arriver à regarder une chose avec innocence. Bon, alors mon troisième point, c'est son rapport avec le marché. Une des vérités du monde de l'art aujourd'hui est que le marchand est un facteur indispensable dans la réussite de la carrière d'un artiste. Je dis bien réussite de la carrière et non pas réussite de l'œuvre. Cette distinction entre carrière et œuvre est presque inconnue de nos jours, tout comme la distinction d'autrefois entre le succès commercial et le succès d'estime. Personne n'oserait parler de cette distinction aujourd'hui sans craindre le ridicule. Et pourtant, la différence entre une carrière et une œuvre existe toujours, et on en a vu de très beaux exemples ces derniers temps. Bon, alors excusez-moi la mauvaise photo. Richard Serra au Grand Palais et Jeff Koons à Versailles, par exemple. Je ne suggère pas que Serra n'ait pas fait une carrière, bien au contraire. Mais sa priorité, c'est l'œuvre. Tandis que des artistes tels Koons, Damien Hirst ou Murakami, pour ne citer que ces trois exemples, ont mis la priorité sur la carrière et ils le disent ouvertement et on peut dire qu'ils ont atteint leur objectif. À l'encontre des années 60, décennie lors de laquelle Luciano est arrivé à maturité, aujourd'hui le marchand et le marketing sont incontournables pour le meilleur et pour le pire. Dans le meilleur des cas, exemple Serra, il aide l'artiste à réaliser ses ambitions les plus folles. C'est la galerie Gagosian qui a payé la fabrication de la sculpture pour Monumenta au Grand Palais et qui d'ailleurs devient le propriétaire. Le marchand met tout à la disposition de l'artiste pour réussir. Il aide à exposer et à se faire connaître. Il s'occupe de son secrétariat, lui avance de l'argent et évidemment lui trouve des acheteurs. Pour le pire, le marchand peut mettre la pression sur l'artiste à produire au-delà de ses vraies capacités ou désirs et aussi de produire d'une certaine manière, sous-entendu qui correspond à la demande d'un marché. Il peut aussi, surtout de nos jours, valoriser une œuvre car commercialement viable, aux dépenses
d'une autre œuvre plus difficile à comprendre et plus difficile à vendre. La société marchande est un autre domaine par rapport auquel Luciano a souhaité exercer son indépendance. Étant dans la vieille école, il ne voulait pas d'un marchand fixe. Il voulait la liberté de faire ce qu'il voulait, quand il voulait, en toute liberté. Comme il a dit à Véronique Gudino, que nous avons entendu hier, avoir un contrat avec une galerie dépendait du type de production que tu exposais, de son homogénéité et de sa quantité. Mon travail ne pouvait vraiment pas s'intégrer dans une structure de ce type, une structure à fonctionnement commercial. L'évolution de l'œuvre de Luciano, comme nous avons vu, était imprévisible et il tenait à cette forme de liberté, ce qui, on peut imaginer, déstabilisait quelque peu les marchands. Imprévisible, on ne pouvait jamais savoir quelles seraient les œuvres à venir. Il fallait donc s'engager avec lui en tant qu'auteur, comme dans le cinéma d'auteur, en lui faisant une confiance aveugle. Enfin, Luciano voulait le contrôle absolu de l'œuvre jusqu'à où elle serait exposée, comment elle serait exposée. Bon, ça c'est une mauvaise photo, mais c'est volare, ou c'est une pyramide, une petite pyramide sur des œufs, qui roule sur les œufs. Je voulais simplement donner une autre image de son travail, mais et là, je sais pourquoi pas très bien. Oui, bon, oui, comment elle serait exposée, dans quel contexte, dans quel espace, dans quelle architecture, car toutes ces considérations influaient sur comment l'œuvre serait perçue, sentie, comprise, et en plus, comment il pouvait la réinventer en quelque sorte. Et donc, ça, c'est le jugement de Paris dans une installation, mais dans chaque endroit où il l'a montré, il l'a placé différemment pour qu'il y ait une relecture. Alors ça, c'est une très mauvaise photo, mais c'est une exposition des Piedi dans une galerie à Milano en 1900. L'image dit 68-71, je ne sais pas très bien pourquoi, peut-être les pièces datent de 68-71, mais où vous voyez en partant de la gauche au fond, vous voyez le bronze, vous voyez un pied en cristal, vous voyez le marbre. Et donc, vous voyez là, c'est une installation qui est complètement différente de l'installation qu'il avait fait à la Biennale de Venise. Ce qui est intéressant aussi avec les Piedi, c'est que s'il les montrait dans un lieu où le plafond était trop haut, par exemple, ce qui est arrivé une fois, il a empilé les journaux sur le dessus, ou il a baissé le plafond avec du papier craft. Enfin, il avait toujours une façon de refaire une installation pour qu'on ait une autre expérience, que les œuvres vivent différemment, vivent et communiquent différemment. Donc, chaque mise en place influait sur comment l'œuvre serait perçue, sentie, comprise, et en plus comment il pouvait la réinventer, en quelque sorte. Pour Luciano, chaque exposition était une remise en question pour lui-même de son œuvre, une réinvention, une redécouverte. Chaque installation était une œuvre en soi, proposant de nouveaux aménagements dans l'espace, de nouvelles perspectives, de nouvelles lectures. Et là, vous voyez un habitat qu'il a installé avec toutes les Italies. Vous voyez l'Italia d'Oro au fond. Et là, il y a une autre. Alors, c'est du papier, c'est une sorte de tunnel pyramidal en papier qu'il a refait, mais pas exactement pareil, au Centre Pompidou. Et ici, vous avez vu de l'autre côté, et avec l'Italia d'Oro devant vous. Et évidemment, c'est l'Italie à l'envers, qui correspond au sens qui donnait l'Italie dans cette pièce. Donc, à chaque fois, il cherchait des nouvelles mises en question et des nouvelles lectures. Lorsqu'en 1992, je lui ai demandé comment ferait-on le jour où il ne serait plus là pour intervenir, il a répondu avec un certain fatalisme. L'œuvre, même si sa, et je cite, l'œuvre, même si sa capacité d'être bien installée se réduit,
cette capacité est passée à d'autres artistes, à d'autres gens. Donc la substance métaphysique de l'œuvre durera s'il y a cette attitude de garder la substance métaphysique. Le risque n'est pas tellement sur l'œuvre, mais sur l'attitude. Parce que l'œuvre a des éléments précaires de toute façon, comme les pensées, les idées, les hommes, l'histoire, tout cela est très précaire. Je pense que ce que Luciano a voulu nous apprendre, par son exemple, son œuvre et son enseignement, était une attitude devant la création et une attitude devant la vie. Merci. Non, je ne sais pas comment fermer. On a besoin d'images. Ok, donc on invite Bruno Corra, qui donc depuis quand, je ne sais plus, depuis très longtemps a suivi. Faut pas dire trop, d'accord. Depuis un bon moment a suivi donc l'œuvre de Luciano et l'œuvre de beaucoup d'artistes italiens et pas qu'italiens, et d'une façon très proche, et en les accompagnant dans des expositions, dans des interviews, dans son rôle, dans ses rôles de directeur de musée, et dans son rôle aussi d'éditeur. La revue AIOU a été un des lieux de l'expression très important pour cette génération d'artistes, et pas seulement d'ailleurs, pour plusieurs générations d'artistes. Et actuellement, Bruno est donc chargé d'un projet de musée de la ville de Lugano. Tu restes ici parce que quelquefois c'est nécessaire. D'accord. Ok. Naturellement, bonjour à tout le monde et à les amis qui ont préparé cette colloque, à Bernard qui je connais déjà beaucoup des années et avec lequel et avec tout, je m'excuse pour ma prononciation presque et plus peut-être de Pauline hier. Mais je ferai ce qui est possible pour me faire comprendre à propos de certains problèmes qui sont très proches à ce qu'il a communiqué Margit Rowell, avec laquelle j'ai beaucoup de condivisions naturellement par un rapport à le travail de Luciano Fabro. Moi, j'ai préparé un texte que je dois lire parce que, je répète, ma langue, c'est pas comme ça, comme vous écoutez, c'est pas tellement bien, donc je préfère lire. Et il y a aussi 2-3 pages terminales dans lesquelles je dois aller à braccio complètement, parce que je l'écris pendant la nuit, donc je n'ai pas eu l'occasion de traduire. S'interroger aujourd'hui, juste un peu plus d'un an après la disparition de Luciano Fabro, sur ce qu'a pu représenter, sur ce qui signifie, jour après jour, la leçon de son œuvre et la réflexion théorique qu'il nous a remis en dépôt, équivaut à se demander quelle est la position individuelle de chacun de nous, regard au travail artistique et à ce que celui-ci exige de chacun est en relation au contexte plus vaste que l'art fait naître, dans le bien et dans le mal. Il convient de se rendre tout de suite compte que le travail d'un artiste comme Fabro porte en lui 2 tempes, l'une immédiate, qui nous concerne,
qui nous implique et nous place face à certaines questions, problèmes et choix dans lesquels chacun est appelé à prendre position. L'autre, plus lente, qui tend déjà à prendre de la distance par rapport à nous, qui est plus loin de nos émotions, de notre émotivité, de notre possibilité d'intervenir et de formuler un jugement et même de vérifier. C'est le temps du futur que de maintenant recueille quantité de nos ambitions inutiles dans la mesure où il renvoie son art à l'histoire. Si l'on réfléchit dès lors en quoi l'action de Fabre pour l'art se distingue de toute autre entreprise qui lui est liée et digne de considération, on ne pourra ignorer qu'une grande partie de ce que chacun va développer avec sa propre pensée ne pourra avoir qu'une action en réplique à une ou plusieurs aspects de son extraordinaire expérience artistique. Ce que nous appelons l'histoire a de fait déjà commencé depuis longtemps et prendre acte de la grandeur de cette protagoniste de nos années. L'effort à accomplir dans une circonstance comme celle-ci consiste donc à formuler et à indiquer quelque chose que chacun a compris pour lui-même et qui pourtant concerne aussi bien l'art que l'émanation éthique qui nous revient, tel un reflet lumineux d'une des faces de ce diamant. Mon point de départ, comme les collègues, sera le travail. Le premier travail rencontré sur le chemin de Damas, que j'ai parcouru alors, c'était presque dans l'année 69-70. Comme tous les jeunes qui a des idées incertaines à propos de ce qu'il vaut vraiment la peine de comprendre et de suivre, fu incubo, un cube. Mais c'est anche le double sens de incubo, non? C'est un cube et cauchemar. Oui. Une forme géométrique, claire et légère, construite avec des baguettes et une toile. À propos de l'art pauvre, Margit Roll, il a bien fait la description de cette simplicité franciscaine presque. Quiconque aura eu l'envie de soulever un coin aura pu la satisfier d'un geste aussi simple que impudent en se glissant dessous et en se retrouvant dans ce limbe immaculé de vide. À tout et à toi, avec lui-même et avec l'espace, faisant l'expérience d'un dépaysement soudain, non de par vous, de bien-être, mais aussi d'angoisse. Je n'avais fait l'expérience, mais pour en apprécier toutes les résonances, il fallait encore du temps. Car avec toutes les réactions du corps dans ce milieu neutre, bien délimité, prenant place aussi toutes les relations de l'œuvre avec une théorie d'exigence. Le mot utilisé par Fabre, il était philologie, qui affleurant lentement l'orientation, la désorientation, l'intérieur, l'extérieur, l'inexpérience, l'expérience. Vi trouve Léonard par rapport à ce dessin cercle et carré. L'environnement spatial, l'habitat et des autres choses encore. Comme pour le métaux noirs opaques uniformes et pour les articulations totales de Francesco Lo Savio, dont je prenais connaissance par mes yeux dans la même circonstance, sont presque les mêmes années, 69-70, je me découvris face à ces œuvres à me demander le pourquoi de ces œuvres, sans y trouver ce jour-là des réponses satisfaisantes. Qui sait, peut-être fut-ce ce jour-là que le concept d'autonomie se fit jour dans mon esprit
et n'étant au service d'aucune fonction, il s'est placé une entité autoréférentielle et de ce fait, il s'affranchissait de devoir correspondre à mon pourquoi, comme à celui de n'importe qui autre. Autonomie que, en tant que concept et conditions artistiques à suivre, n'échappait certes pas au pourquoi de Luciano Fabro, auquel, au contraire, il avait des raisons d'être et communs. Par la suite de cette invention et pour des motifs plus généraux, il aura des faits clairs. Il aura des faits clairs, déclarés. Il aura des faits déclarés. Ça sont des mots de Luciano Fabro. Dans cette poubelle de la civilisation, l'élément que je trouve le plus utilisable, c'est vraiment le concept d'espace. Il est biodégradable, peut-être de par sa double nature objective et métaphorique. Donc, on commence avec l'idée d'espace. Avec le temps, je m'aperçus que In Cubo avait quelque chose à voir avec Croce, avec la croix, 1965. Et on l'a pas vu, je pense. la croix, on n'a jamais vu? On l'a jamais vu, je pense, ce jour-ci. En fait, il s'agit des baguettes. Ce sont deux baguettes. Tu l'avais montré? Non. Ce sont deux baguettes en croix, en métal, dont le poids l'a fait légèrement plier. Et Luciano l'a placé dans un espace où il laissait un vide entre les bouts des bras et les murs. Donc, avec le temps, je m'aperçus qu'In Cubo avait quelque chose à voir avec Croce, croix. Et qu'en ouvrant la réflexion sur un espace qui entoure la personne, il pouvait être considéré comme une proto-habitat. Parce que c'est avant les habitats. Entre Croce et In Cubo, il ne se passe pas seulement une an, mais aussi toute une volonté de déplacer les discours de l'attention à l'objet vers l'attention à l'espace. Et Fabro le sanctionne dans un texte publié par la suite dans Attaccapanni, porte-manteau. Il écrit Fabro. C'est un espace abstraitement personnel. Il est construit selon des paramètres personnels. La hauteur, l'écartement des bras, ces expériences sont nées de l'intention de détacher l'attention de l'objet artistique pour la tourner vers l'activité artistique et dans quelle mesure celle-ci peut modifier ce qui nous entoure. Je voulais construire un espace qui ne soit pas lié au moindre relief formel, directionnel, qui soit une abstraction de ce qui l'environne, mais en même temps qui préserve la présence de ce milieu environnant. Après ces premiers impacts de l'œuvre de Fabro, j'ai participé à cette aventure extraordinaire qu'il a menée, collaborant de différentes manières à de nombreuses reprises, tantôt en participant à la conception d'une exposition ou en assistant à la première version d'un travail et à l'acte de sa présentation ou bien en assumant la responsabilité de la rédaction et de la présentation critique de quelques travaux. Du concept spatial après Watteau, 1971, aux iconographies 75, de una roba massa grande par podei pensala. C'est un titre que ça vient de Pasolini, mais que Luciano il a pris pour soi-même pour un travail qu'il a réalisé les jours qu'on a pensé ensemble de faire à Rome, ensemble, dans les rencontres internationales d'art, parce que c'est le jour dans lequel il y a l'earthquake, le tremblement de terre dans les Friuli. Jusqu'à Io, 78, jusqu'au jugement de Paris, 1979, à l'Habitat, ou à C'est la vie, 1986, ou à Nord, Sud, Est, Ouest,
joué à Shanghai en 1989, jusqu'à la grande anthologie de Fabroni Opera en 1994, et depuis une tant des autres occasions jusqu'à la veille de sa disparition soudaine, tandis que nous préparions le second voyage en Chine, où aura dû avoir lieu à la fin de 2007 sa première rétrospective personnelle dans ce pays, qu'on n'a jamais faite naturellement. On a abandonné l'idée. C'est difficile de travailler à un projet comme ce projet très grand, dans lequel Luciano il avait beaucoup de nouvelles idées par rapport au dessin et des autres choses sans lui. Donc j'ai abandonné l'idée. Mais si l'on allait me demander sur ce qui m'a toujours tenu proche de son œuvre, de sa personne, il n'est pas facile de répondre de manière univoque, parce que le magistère de Fabro était vaste et complexe. Je tâcherai de maintenir ces qualités essentielles qui ne se laissent pourtant pas réduire à un seul trait caractéristique, mais qui se manifestent comme un système organique de sentiments, de génialité et de raison. Avec les sentiments, il concevait un travail. Par la génialité, il le définissait. Par la raison, il lui donnait un degré dans la connaissance en tenant compte de savoir scientifique et anthropologique. Fabro a non seulement fait de l'art et a favorisé les conditions de son émergence pour que deux autres puissent en faire, mais il a aussi continuellement exprimé par la pensée et par la parole en quoi consiste l'indicible action qu'il a définie. Si sa préoccupation principale après le travail pour donner forme à l'œuvre était la réflexion et la production théorique, c'était dû à la nécessité pour lui de compléter la pensée créatrice pour que les intentions et les résultats soient clairs, sans possibilité d'équivoque et de généralisation. Ainsi, si l'expérience de son œuvre et de ses effets ne pouvant être circonscrites facilement, et au contraire, il se dilate, plutôt d'heure en heure, comme c'est le destin de toutes les grandes réalisations, on peut toujours tenter individuellement des réflexions sur les legs théoriques, surtout à propos de deux lieux particuliers qu'il a illuminés et qui restent des mines fécondes pour qui veut en extraire les viscères à différents niveaux. À titre de simple exemple, je m'arrêterai sur quelques moments symptomatiques de sa production théorique qui en introduiront bien d'autres et à propos de lesquels de nouveaux moments de réflexion se révéleront nécessaires et opportuns pour que l'énorme richesse de sa contribution devienne un patrimoine diffusé pour quiconque entreprendre de se mettre sur le chemin ardu et authentique de l'art, ou parmi ceux qui voudront plus ou moins comprendre ce qu'est l'art et quelles sont les meilleures conditions pour le voir. Qu'est-ce que c'est l'art et quelles sont les meilleures conditions pour le voir, pour l'aimer et pour en favoriser et en conserver la continuité en nous. Donc, pour commencer, je trouve très éclairante la réponse qu'il a faite à quelqu'un qui, à la fin des années 70, lui intimait péremptoirement, comme on s'adresse à un accusé ou à un maître, définit l'art. L'art, avait répondu Fabro, est le rajeunissement, excuse-moi, c'est le rajeunissement de notre propre conscience. L'artiste regarde se refléter sa propre conscience, mais la conscience, c'est nous placer sur le fil qui nous rattachent aux autres. Et par conséquent, quand l'artiste arrive à regarder le reflet de sa propre conscience, il crée une œuvre qui permet aussi aux autres de s'émirer en elle. Seulement, de par cette complicité, cette corrélation, cette conscience, parce que l'artiste a réussi à s'insérer dans les circuits d'énergie qui le rattachent aussi aux autres. D'une telle affirmation découlait une première indication d'orientation générale, basée sur le concept d'activité et les courants d'énergie
qui passent dans les circuits qui lient entre eux les personnes à l'art et vice-versa. Cela comporte une action de prise de conscience et d'appartenance réciproque qui ressemble, c'est seulement une suggestion, à l'impression d'omnibus de Medardo Rosso, dans lequel, dans l'œuvre de Medardo Rosso, toutes les personnes sont liées, non? Se touchent. Oui. Un rapport entre le corps et l'esprit, sans solution de continuité, dans un organisme unique qui définit le contexte social. Au-delà, dans la même affirmation, Fabre précise: l'œuvre n'est pas un message éclairant, mais la représentation de la coïncidence de la conscience des hommes entre eux. C'est un concept éthique extrêmement fort qui s'énonce dans ces mots. Il requalifiait le niveau esthétique, d'où repartir quant à l'encadrement de la valeur morale et culturelle au sein de l'œuvre d'art. Une autre indication très significative est fournie dans l'année 1993 lors d'une conférence à la Kunsthalle de Bâle, retravaillée par la suite à d'autres occasions concernant la notion d'acte artistique, et précisant ce qu'il est. L'acte artistique se manifeste dans l'activité de l'intelligence humaine sous deux formes, l'artistique et la scientifique. La forme artistique est le témoignage sensible de l'acte artistique. L'art est l'attitude au sein des phénomènes naturels, tant physiques que spirituels, qui modifie le processus en augmentant la définition. À la suite de l'acte artistique, le phénomène ne sera plus définissable comme il était auparavant. L'art, selon Fabre, intervient dans les conditions naturelles comme entité transformatrice et comme un événement capable de produire une mutation irréversible ou, à tous les moins, une modification phénoménologique. Pour expliquer ce qui se passe sur les données naturelles à la suite de l'acte artistique, Fabre entre alors dans une série d'exemples qui semblent vouloir visualiser le concept d'interaction, exprimé par l'acte artistique avec les formes de la nature avec lesquelles il entre en contact et instaurant des processus d'harmonisation. Cette leçon est une des plus intenses et des plus fascinantes de son inclination avérée pour la maïeutique. Il s'attache alors à définir la succession des effets diversifiés et harmonisés produits par l'acte artistique, énonçant comment l'interaction harmonique détermine le plaisir, l'ordre, l'action. L'acte artistique s'identifie donc pour Fabre au processus même de cette harmonie motrice. Ils s'attendent à les voir vérifier chaque fois que c'est nécessaire, au point que si l'occasion et la nécessité se présentaient et qu'il fit défaut, ce serait l'extinction de l'être disposé à cet acte. Si l'on n'écoute pas de la musique, on perd son oreille pour la musique. Si l'on ne prête pas attention aux plantes, elles finissent par être tues pareilles. Un peu de temps, on pourrait constater des cas de mort par disharmonie. Un peu de temps, on pourrait constater des cas de mort par disharmonie. Afin d'éviter cette terrible perspective, Fabre conclut que l'homme est parvenu à la mémorisation des actes artistiques par la solution des œuvres d'art. Ces œuvres, il écrit, ces œuvres de mémoire sont une mémoire de solutions harmoniques, parce que nos sens se tiennent en action pour pouvoir interagir de manière adéquate avec tout, c'est-à-dire de manière que l'une et l'autre chose s'agencent comme il convient, ad arte. Puis, il y a eu cette fois où il parlait de la notion de forme. Sur cette question aussi, sa réflexion était éclairante. Il est bien différent de parler de forme en physique
et de parler des formes en art, affirme Fabre, qui pense toutefois nécessaire, pour rendre possible un développement de la réflexion, d'introduire dans celle-ci la dimension temporelle. Et il presse dans ce sens, disant: il y a quelques aspects en commun pour ce qui concerne le temps, entre l'aspect physique, entre la forme en physique et la forme en art. Le temps. Le temps se réalise quand intervient le travail, soit en art, soit en physique. Si nous n'avons pas une idée du travail, nous n'avons pas une idée du temps. Et le travail, qu'est-ce que c'est? C'est quand deux forces entrent en compétition entre elles. La forme, par contre, est dans le non-temps. La forme, par contre, est dans le non-temps. Non pas hors du temps, mais dans le non-temps. La forme se tient dans l'équilibre. C'est donc quelque chose de stable. Et c'est pourquoi, d'une certaine façon, nous avons soudé l'idée de l'artiste créateur à l'idée de Dieu et de la divinité formatrice qui fait la forme dans le non-temps. Si nous perdons ces parallélismes, affirme Fabre, parallélisme conceptuel, je ne veux pas faire un parallélisme religieux, souligne Fabre, nous risquons de perdre le concept de l'artiste. C'est pourquoi c'est justement en son propos qui naît l'idée de la forme antithétique à l'idée du travail. En systématisant ces conceptions très claires, exprimées lors d'une rencontre que j'avais organisée à l'Université de Cassino pendant l'année 1996 et consacrée à l'argument temps et forme, aujourd'hui, Fabre évoque également une réflexion qu'il avait précédemment publiée sur le titre « À l'arrête en regardant Lascaux », dans lequel il exprimait sa conception de l'immutabilité substantielle de l'essence de l'art. C'est la même que dans un épisode prochain de réflexion et d'exposition que je suis en train de préparer, j'inclinerai à appeler constante. Ça m'a surpris beaucoup, Margit, l'évocation de la conversation que tu as eue avec Fabre, dans laquelle il a parlé de constant. Ça m'a surpris beaucoup. Parce que j'ai complètement oublié d'avoir lu ça, et aujourd'hui, ça revient de moi comme un désir, non, pour préparer une exposition par rapport à l'idée que soit Fabre, soit Giulio Paolini, soit encore des autres artistes